est le nom le plus célèbre de l'automobile. Même ceux qui n'ont aucune affinité particulière connaissent ce nom. Quant aux amoureux de l'automobile, Ferrari est pour eux un nom magique par excellence. Les voitures, qu'elles aient été construites pour la route ou pour le circuit, les pilotes, l'écurie, l'usine, les ouvriers, tout cet univers est indissociable. À la base de cette formidable histoire qu'est Ferrari, il y a un nom, ou plutôt un prénom, celui par qui tout a commencé, Enzo, il Commendatore. Enzo Ferrari est plus que le créateur de la marque. Il était l'âme de l'entreprise. Enzo Ferrari est le symbole de la vitesse, le symbole du défi, le symbole du challenge, le symbole du succès. Le symbole de nombreux Italiens à l'étranger, de la partie la plus vive et glorieuse de son pays. Comme beaucoup d'autres figures de l'automobile, Enzo Ferrari a commencé à apprendre chez les autres. Dans les années 1920, c'est chez Alfa Romeo qu'il a acquis son talent d'ingénieur, mais également de pilote émérite. Dès 1929, il monte sa propre écurie, la Scuderia Ferrari est née. Elle va rapidement remporter de nombreuses victoires grâce à la mécanique Alfa Romeo et au grand pilote Tadzio Nuvolari. En 1931, la prestigieuse course des Mille Miglia voit 10 Ferrari alignés pour prendre le départ. Alfa Romeo demande à Enzo de lui offrir de véritables voitures de course aux performances exceptionnelles pour tenir tête aux autres marques présentes comme Bugatti. Nous sommes en plein dans l'épopée des gentleman drivers et les pilotes n'hésitent pas à prendre des risques incroyables. Les jeunes d'aujourd'hui peuvent mal comprendre ce qui a été ma vie et mon passé. Si je disais que quand j'ai démarré, je pensais faire plus qu'une seule voiture, je dirais un mensonge. De l'ambition ? Je n'oserais pas dire que le mien était un projet ambitieux. Il l'est devenu. Je pense que l'on peut parler de cohérence. Je suis né dans un garage et depuis tout petit j'ai pensé à l'automobile. Je l'ai toujours aimé. J'ai toujours dit, un jour moi aussi j'arriverai à faire une voiture à moi. La Ferrari est née au mois de novembre 1929, dans le cabinet de mon avocat, Enzo Levi. Mais ce fut en 1946 que je décidai de faire des voitures sous le nom de Ferrari Car, en quittant Alfa Romeo à la fin de 1939. On m'imposa de m'abstenir pendant 4 ans à la fabrication et à la gestion de voitures sous le nom de Ferrari ou écurie Ferrari. En quittant Alfa, Ferrari va contourner le délai imposé et créer en 1940 une nouvelle voiture sous le nom d'Auto Avio Costruzioni, la 815 que les historiens considèrent comme la première vraie Ferrari. Grâce à des éléments mécaniques Fiat, elle est dotée d'un moteur 8 cylindres de 1500 cm3 qui est l'œuvre de l'ingénieur Alberto Massimo. Seulement 2 exemplaires seront construits, dont un pour le célèbre Alberto Ascari, champion du monde sur Ferrari en 1952 et 1953. La carrosserie est signée par un carrossier devenu prestigieux, Touring. Carlo Felice Bianchi Anderloni, qui dirige la création de la carrosserie Touring, se souvient des débuts de la collaboration entre son père et Ferrari. La période des courses a été celle dirigée par Ferrari chez Alfa Corse. Quand il dirigeait le département course chez Alfa, il y eut une rencontre sympathique entre mon père et Ferrari. Quand il fit sa propre voiture, il s'adressa à la Touring. C'était quand il ne pouvait pas l'appeler Ferrari,
et il l'avait appelé Auto Avio Costruzioni 815. 815 était une prise de position à l'égard de la 158 qu'ils avaient auparavant fabriquée chez Alfa. Entre 815 et 158, il avait simplement déplacé 2 chiffres. La Touring était spécialisée en voitures sportives confortables et luxueuses. Le caractère confortable était une conséquence du fait que pour gagner une 24 heures, il fallait pouvoir rester confortablement à l'intérieur de la voiture. Il ne pouvait y avoir de siège dur ou autre chose de ce genre, donc cela nous a amenés à faire des voitures sportives confortables. Ces valeurs ne se sont pas perdues lorsque nous avons fait les barquettes Ferrari ou le coupé Ferrari, quand le comte Marzotto avait gagné la Mille Miglia en costard. Il n'aurait pas pu être plus confortable que cela. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le bombardement des grands centres industriels du nord de l'Italie oblige l'usine Auto Avio Costruzioni à déménager de Modène à Maranello, un village tout proche. Une fois la guerre terminée, Ferrari peut reprendre la construction automobile, et cette fois-ci sous son nom, car il est dégagé de l'obligation imposée par Alfa lors de son départ. La 125 est réalisée en 1946. C'est le premier modèle à porter officiellement le nom de Ferrari. Elle est dotée d'un moteur 12 cylindres de 1500 cm3, soit 125 cm3 par cylindre, d'où son nom. 2 versions seront disponibles, 90 chevaux pour la version sport et 118 chevaux pour la version compétition. Quand je suis arrivé à Maranello, j'ai tout de suite pensé à la main-d'œuvre. Parce qu'ici, j'allais trouver d'excellents agriculteurs, mais pas de mécaniciens. C'est ainsi qu'en 1942, j'ai créé une école professionnelle, devenue par la suite l'Institut Dino Ferrari. Cette école compte aujourd'hui 495 élèves. 495 allievi. La première victoire d'une Ferrari ne se fait pas attendre, et quelques mois seulement après la naissance officielle de la marque et de la 125, le 25 mai 1947, le Grand Prix de Rome sur le circuit de Caracalla est remporté par Franco Cortese. La légende Ferrari est en marche. Les Ferrari vont alors remporter des victoires sur tous les circuits du monde et forger des légendes. Juan Manuel Fangio, longtemps détenteur du plus beau palmarès qu'un pilote ait pu acquérir en compétition, sera de cela et remportera le titre en 1956. Les victoires de Ferrari sur les circuits vont également permettre l'éclosion des modèles de route parmi les plus désirables de l'industrie automobile de pointe. Une des plus belles caractéristiques de la Ferrari, c'est que l'on a toujours réussi à produire des voitures avec la personnalité Ferrari qui les distingue. C'est ce que disait mon père, et ce message, on l'a entendu. Les Ferrari, quand elles passent sur une route, ce sont des Ferrari. Tu la vois, et même si tu n'en as jamais vu une, tu la reconnais, c'est une Ferrari. C'est cette personnalité qui a été la touche de mon père, et cette idée continue. Je crois que c'est la plus grande qualité de la Ferrari d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. L'ultime Ferrari créée par Enzo sera la F40. Il l'a pensée et créée sans doute comme la plus représentative de son désir. C'est sans conteste une des plus désirables voitures de tous les temps. Elle correspond parfaitement à l'esprit de la marque et au choix technologique et esthétique du Commendatore, le surnom d'Enzo Ferrari au cours de sa fantastique carrière aux commandes de la marque qui porte son nom. Ma première rencontre fut à Turin au mois d'avril de 1953, à l'occasion du Salon de l'Automobile. Cette rencontre m'amena à une connaissance solide et m'offra la possibilité d'avoir des Ferrari très bien habillés.
Mon père est mort en 1988. Cette voiture fut présentée en avant-première en 1987. Et mon père était présent à la conférence de presse qui se déroula ici, dans la galerie Ferrari. Il salua les journalistes et se déclara fier des prestations de cette voiture. Même s'il était âgé dans les années 80, il était véritablement enthousiaste des prestations extraordinaires des moteurs turbo. Il aimait avoir une sensation personnelle sur toutes les Ferrari. Il faisait beaucoup confiance aux techniciens et aux pilotes testeurs, mais il voulait quand même avoir un feeling personnel avec l'automobile. D'ailleurs, il a conduit personnellement jusqu'à l'âge de 80 ans. C'était un grand fan de cette voiture, un grand fan des moteurs turbo. Parce que malgré leur petite taille, ils avaient des prestations exceptionnelles. Mais il ne monta jamais sur une F40, je ne crois pas. Quand la F40 fut présentée en 1987 pour célébrer les 40 ans de succès de la marque, elle a été considérée comme l'héritière des prestigieuses GTO des années 1960. La patte irremplaçable de Pininfarina avait fait son œuvre une fois de plus. Cette collaboration, née en 1953, a toujours eu le succès qu'elle méritait. La F40 représente le plus beau symbole des Ferrari des années 1980. Elle confirme auprès du grand public et des tifosi le succès de la marque, notamment en Formule 1, où elle a imposé sa suprématie. Quand nous avons vu cette voiture pour la première fois, nous avons eu une impression étrange. Nous nous sommes demandé, est-ce que c'est une Ferrari ? Elle a tout d'une Ferrari, mais elle a aussi une puissance, une beauté, une image. La F40 est trop belle. Elle m'avait vraiment impressionné, comme la F50 et la Enzo qui est en train de naître. Je peux vous dire que quand ils ont créé cette voiture, ils ont créé un monstre. Je pense que parmi les Ferrari, elle est l'une des plus belles, puissante et sportive. Il faudrait aussi faire attention aux pilotes. La faire conduire à n'importe qui, moi inclus, est très dangereux. C'est très dangereux parce que c'est une grande automobile. C'est une voiture de Formule 1 à roues couvertes. Les définitions pour cette voiture splendide sont infinies. Les collectionneurs qui ont eu la chance d'en posséder une la décrivent comme « magie à l'état le plus pur ». Il y en a qui disent qu'aucune autre voiture ne leur a jamais fait revivre de telles sensations. C'est une des choses les plus belles au monde parce que c'est une voiture à la fois simple et dure à apprivoiser. C'est une musique. C'est comme écouter du violon. C'est comme un violon. Le circuit de Fiorano, situé à côté de l'usine de Maranello, est la piste d'essai du cheval cabré, en particulier pour son écurie de Formule 1. La F40 personnelle de Piero Ferrari est conduite par Dario Benuzzi, pilote essayeur qui connaît et teste chacune des productions de la marque dans toutes les conditions. J'ai conduit les GTO, j'ai aussi conduit ici à Fiorano les prototypes Racing avec les pneumatiques slick qui ont préfiguré la F40. J'ai souvent conduit les prototypes de la F40. C'est donc une voiture que je connais profondément parce que j'ai participé aux différentes phases de son développement. La F40 a été l'évolution naturelle de la GTO. En 1984, nous construisons une série limitée d'automobiles, appelée 288 GTO, en souvenir de la célèbre GTO des années 60.
Ce fut la première GT pour la route à de hautes prestations avec le turbo. Des prototypes de course furent construits à partir de cette voiture. Mais mon père n'était pas d'accord parce qu'il disait que Ferrari était déjà beaucoup occupé en Formule 1 et qu'il ne fallait pas se disperser en d'autres activités. Toutefois, ces prototypes furent très utiles pour le développement de la F40. Aujourd'hui, elle serait considérée comme une voiture difficile parce qu'elle n'a pas de freinage assisté ni de conduite assistée. Elle a une friction et un levier assez durs. Et c'est pour ça que c'est une voiture difficile. Il faut être expert de voitures sportives. Ce n'est pas une voiture pour tout le monde. Avec la pluie, par exemple, il faut vraiment y aller doucement, car la puissance du turbo peut être dure à dompter. Si la F40 n'est pas la Ferrari de Monsieur Tout-le-Monde, c'est sans doute parce qu'elle est clairement une voiture de course homologuée pour la route. Mais elle doit être domptée, comme un cheval cabré. C'est une voiture, après tout, assez austère. Elle a les conditions minimales pour la circulation sur route. Et en même temps, son moteur a des prestations incroyables grâce à un excellent système électronique très sophistiqué. Tout le reste représente le minimum indispensable pour ne pas courir de danger en la conduisant sur la route. S'il y a un pilote qui peut également nous résumer les caractéristiques moteurs de la F40, c'est Rory Parasilite. Il a gravi la plus haute marche d'un podium en 1992 grâce à elle. Le moteur est un 8 cylindres, 2880 cm3, 460 chevaux. La position centrale du propulseur est très importante. La position centrale d'un moteur comme celui-ci est en effet le plus efficace des emplacements. Sa mécanique en V et ses 8 cylindres suralimentés par 2 turbocompresseurs forment un ensemble impressionnant même pour les plus grands connaisseurs de mécanique d'exception. La structure de son châssis et de sa carrosserie est un savant mélange de tubes d'acier et de matériaux composites qui offre une rigidité optimale, similaire aux techniques utilisées en Formule 1. En ce qui concerne la distribution des poids, la voiture est neutre, ce qui est bien. En outre, c'est la première Ferrari avec la cellule en fibre de carbone. Cela donne au châssis une rigidité remarquable. La F40 est équipée de 2 réservoirs de compétition de 120 litres chacun qui correspondent à la technologie utilisée dans l'aérodynamique. Les liens entre les deux univers ont toujours été forts car exigeants dans les deux cas. Avec quelques aménagements, ils sont aptes au ravitaillement rapide pour la compétition. Du côté du freinage, les 4 freins à disque surdimensionnés ne sont pas assistés. La maîtrise du pilotage s'impose donc. Des grands freins. Les freins Brembo sont vraiment exceptionnels et permettent une grande maîtrise du freinage. C'est un frein qui ne craint pas l'usure. En plus, voici un des secrets pour optimiser le moteur de cette voiture. À mon avis, il ne faut pas faire tourner le moteur à fond, mais toujours travailler avec le levier pour exploiter le couple exceptionnel du moteur. Cela permet aussi de bien contrôler les sorties des virages en maîtrisant toute cette puissance. L'aménagement intérieur de la F40 nous confirme bien que nous sommes à bord d'une voiture de course civilisée pour pouvoir prendre la route. Il n'y a aucun superflu, mais tout l'essentiel pour la conduite sportive.
La présence d'un coupe-circuit confirme la vocation de ce modèle. L'habillage est austère au maximum. Il n'y a pas de commande électrique pour les vitres, simplement des manivelles. La porte s'ouvre avec un fil. Il y a un simple fil, pas de poignée. Donc à l'intérieur, c'est une voiture de course à tous les égards. Dotée de toute l'avancée technologique acquise en Formule 1 par Ferrari, la F40 bénéficia lors de sa création des matériaux composites comme le Kevlar et le carbone qui, associés à un coefficient aérodynamique parmi les plus bas, permettent d'obtenir une voiture rigide, légère, profilée et qui, grâce à son fabuleux moteur, atteint une vitesse peu avouable supérieure à celle d'un célèbre train à grande vitesse. Ce subtil mélange, enrobé dans la désirable carrosserie dessinée par Pininfarina, offre un objet passionnel de plus pour les inconditionnels de la marque aux quatre coins du monde. Mais c'est dans un petit village de Maranello que se trouvent les plus irréductibles. J'ai connu Enzo Ferrari. Il aimait l'idée d'un club à Maranello. Il y est arrivé et il l'aimait beaucoup. Nous n'étions pas prêts à l'époque. Nous avons mûri et nous avons fait grandir ce club. Nous sommes aujourd'hui environ 2000 adhérents, plus exactement 2300. Nous sommes un fan club, mais pas seulement un fan club. Nous avons aussi la chance d'avoir des adhérents qui possèdent une voiture Ferrari. Ce club est international. Nos adhérents sont japonais, australiens, américains, africains. Nous avons des adhérents dans tous les coins du monde. Nous avons aussi des gens importants, ce qui me fait très plaisir. Nous avons par exemple le président de General Motors. Il est venu nous voir au siège du club et il a voulu s'inscrire. Si toute l'Italie vibre particulièrement au nom et au son de Ferrari, la région d'Emilio et plus encore les alentours de Maranello guettent chaque victoire de Michael Schumacher sous l'œil passionné du patron de la Scuderia, Jean Todt. Le rouge est ici la couleur officielle. Qui naît ici, dans les alentours ou les communes proches, naît avec le rouge dans l'âme, car la Ferrari est une couleur qui est dans le cœur. Cet endroit était une auberge qui accueillait les pilotes de la Ferrari. Ils viennent essayer la voiture sur la piste à Fiorano et ensuite viennent manger au Montana. Les pilotes suivent un certain régime alimentaire. Il faut faire attention à leur alimentation. Donc on leur fait des pâtes, des légumes. Schumacher, son plat préféré, c'est les pâtes. Le restaurant étant géré par notre famille, on accueille les pilotes comme s'ils étaient nos enfants. Par exemple, Michael se permet de m'appeler maman. À chaque fois, quand il a besoin de quelque chose, il vient au Montana et me demande. Michael m'a dédicacé sa pole position à Monaco. Si à Maranello, on lève son verre à la santé de Ferrari ou de Michael Schumacher, qui est désormais le plus titré des pilotes de l'histoire, la F40 reste dans les mémoires comme la dernière création du Commendatore, avant sa disparition en 1988. Aujourd'hui, l'épopée Ferrari est plus forte que jamais, et les modèles qui ont succédé à la F40 n'ont pas démenti cette lignée, bien au contraire. Enzo avait baptisé l'une de ses voitures Dino en hommage à l'un de ses fils disparus. Aujourd'hui, c'est Enzo lui-même qui a eu droit à un nouveau modèle qui porte son prénom. L'hommage de toute son équipe. J'ai vécu en croyant au sport. Le sport qui contient toutes les vertus et les espoirs d'honnêtes hommes.